Bon, mais salut à tous, merci de nous retrouver pour cette masterclass recrutement gagnant. Et on va travailler sur comment recruter, comment intégrer des nouveaux salariés au sein de l'entreprise et surtout quel est le processus par lequel il faut passer et qui est obligatoire et qui est souvent oublié par la plupart des entrepreneurs paysagistes. Ce qui fait que, on entend beaucoup que les salariés sont démotivés, ils pensent qu'au salaire ou on a du mal à trouver du personnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des, problèmes qu'on rencontre régulièrement, mais il est possible de se démarquer et d'attirer du personnel vers son entreprise et de les intégrer convenablement et de faire en sorte que ce personnel reste chez nous pendant très, très longtemps. Alors, bienvenue à tous. Si vous me voyez regarder sur le côté ici, c'est parce que j'ai mon écran de contrôle, pour être sûr que la masterclass se déroule dans de bonnes conditions. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser directement, dans le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de basculer directement sur le PowerPoint recrutement gagnant. Alors, pourquoi beaucoup de paysagistes aujourd'hui ont du mal à trouver des employés motivés et de qualité? Ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est qu'ils recrutent dans l'urgence. Ça veut dire qu'ils n'anticipent pas en fait le besoin de main-d'œuvre qu'il va y avoir. Et donc, du coup, ce qu'ils font, eh bien, c'est qu'ils recrutent et que c'est souvent un peu en catastrophe pour combler un trou, plutôt que d'avoir une vraie intention de recruter une personne ou plusieurs personnes sur du long terme et recruter sur du long terme, ça ne se fait pas dans l'urgence et on va y venir après dans cette masterclass. Il manque de clarté sur la mission de leur entreprise. Ça veut dire que, si on leur dit qu'est-ce qu'ils font dans leur entreprise, ils donnent une liste de prestations et ça s'arrête là. Ça veut dire qu'ils ne se projettent pas plus loin que ça et ils donnent pas envie, en fait, de travailler pour eux et ceux qui me suivent dans le mentorat savent très bien, ou dans l'académie d'ailleurs, savent très bien que la mission de l'entreprise, c'est la première chose qu'on travaille pour se différencier tant pour les clients et ça marche aussi, pour les futurs salariés, pour les salariés le fait qu'ils soient investis d'une vraie mission et qu'ils participent à un effort collectif. Ensuite, ils veulent un couteau suisse ou un mini-moi. Ça veut dire qu'ils veulent tout de suite quelqu'un qui sache tout faire. Et ça, on va voir que c'est pas un bon moyen de recruter parce qu'on va se retrouver en face de profils qui sont plus des profils égocentriques et qui disent qu'ils savent tout faire plutôt que vraiment des personnes qui savent tout faire. Donc, il faut arrêter de chercher le couteau suisse. En plus, un couteau suisse, c'est pas super efficace si on a besoin de couper un steak. Donc, on va arrêter de chercher un couteau suisse. La deuxième chose, ils veulent un mini-moi. Ça veut dire qu'ils veulent se dupliquer. C'est comme si dans l'équipe de France, Mbappé voulait 10 Mbappé autour de lui. Bon, ce serait cool, mais ce n'est pas possible. Donc, ça va pas marcher non plus de chercher une copie conforme de soi-même. Le quatrième point, c'est que il favorise le savoir-faire. Ça veut dire qu'on va chercher quelqu'un qui a un profil très, très technique, qui va maîtriser certaines techniques, en tout cas, et qui va venir les apporter ce savoir-faire au sein de notre entreprise. Le problème avec, le savoir-faire, si on néglige le savoir-être, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont être efficaces sur du court terme. Ça veut dire qu'on n'aura pas évalué ensemble si on s'entend bien avec cette personne ou si l'équipe dans laquelle elle sera intégrée va s'entendre correctement. Mais on va juste privilégier son savoir-faire, ce qui fait que, si ça match, eh beh, c'est cool, mais si ça matche pas, la personne part très, très vite et souvent avec fracas. Donc, c'est important aussi d'avoir un bon équilibre entre le savoir-faire et le savoir-être. Cinquième point, ils sont mal préparés à conduire un entretien d'embauche. Ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré, moi, lorsque, j'ai cherché à embaucher, quand j'étais, jeune entrepreneur et c'est vrai que conduire un entretien d'embauche, ça s'improvise pas et on ne sait pas vraiment, comment le mener, quelles sont les bonnes questions à poser, quels sont les points qu'il faut évaluer et donc comme on n'est pas prêt à ça, en fait, on se retrouve en face de personnes, qui peuvent, en fait, nous duper, tout simplement, en pensant que, volontairement ou involontairement d'ailleurs, mais on peut penser que le profil est bon, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas ou en tout cas, il n'est pas adapté à notre entreprise, tout simplement parce que l'entretien d'embauche n'a pas été mené comme il se fallait. Ensuite, ils prennent pas le temps d'intégrer leurs nouvelles recrues. Ça veut dire que quand on a une personne, on l'intègre dans l'entreprise et on prend le temps pour ça, surtout quand on a travaillé sur sa mission et on va voir ensemble comment intégrer, les nouvelles recrues.
En fait, c'est dommage parce que recruter, c'est le plus grand investissement et le meilleur investissement que tu peux faire dans une entreprise. Tout simplement, c'est le plus grand en termes de valeur. Ça veut dire que, aujourd'hui, si tu payes un salarié avec ses charges, avec tout ce que ça te coûte et tout ce qu'il y a autour, ça te coûte relativement cher. Donc derrière, il faut que ça te rapporte et un bon salarié, en même temps, c'est des personnes qui peuvent tenir des équipes, c'est des personnes qui peuvent tenir une entreprise, en tout cas au niveau production. Donc c'est vraiment des personnes sur qui on peut s'appuyer et avoir un super, super salarié. Pour en avoir eu plusieurs, je peux te dire que ça soulage, vraiment l'esprit et ça soulage beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est très, très important, d'accorder l'attention qu'il faut pour le recrutement et parce que c'est vraiment un investissement extrêmement important. Alors si tu suis cette masterclass, elle est faite pour toi parce que tu envisages de recruter pour la première fois et tu veux pas te tromper ou tu as déjà recruté par le passé et tu as eu des galères, ça veut dire que tu as eu des employés qui voulaient juste un salaire, des employés peu motivés et toi tu as envie de te libérer du temps et tu as envie de développer ton entreprise. Donc si tu rentres dans ces 5 cases, eh bien, en fait, dans une de ces 5 cases, hem cette masterclass est faite pour toi et je suis sûr que tu vas apprendre plein, plein de choses. Alors, ce que tu vas découvrir, c'est les 3 piliers qui constituent un recrutement réussi. Comment est-ce que tu vas pouvoir intégrer ces piliers dans ton entreprise et des solutions pour avoir un nouvel employé dans 30 jours. Alors, on va discuter ensemble des 3 piliers et puis après, si tu as envie d'aller plus loin, je te ferai une proposition, pour qu'on puisse continuer ensemble et soigner ton recrutement ensemble. Alors si tu me connais pas, j'ai une entreprise du paysage qui aujourd'hui est au service de ma vie puisque je travaille à mi-temps, je me verse le salaire dont j'ai besoin et surtout pour faire vivre ma famille, j'ai pas besoin d'être millionnaire, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de faire profiter les autres de mon expérience. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas, j'ai pas toujours eu d'entreprise service de ma vie. J'ai acheté ma première entreprise à 22 ans, en 2003 et en 2014, j'avais, une entreprise qui me permettait, de faire de la création, de faire de l'entretien et d'avoir une boutique de mobilier et de déco de jardin. Donc à ce moment-là, on était 9 personnes dans l'entreprise et ça a pas duré bien longtemps puisqu'en 2015, j'ai fait faillite. Donc je suis reparti, à fond et l'important, c'est d'apprendre de ses erreurs, donc je repars, je me dis: «Plus jamais je fais faillite», j'y vais comme un fou et ben j'y suis allé trop et en 2017, j'ai fait un burn-out. Donc je me suis dit: «Il y a un truc qui cloche, c'est qu'il y a des gens qui s'en sortent et moi je bosse bien, je connais bien mon travail et pourtant je m'en sors pas». Donc qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis mis à apprendre le business et c'est ce qui a été, en fait, mon déclencheur pour apprendre le business et je l'ai intégré dans mon entreprise. Le truc là, c'est qu'on est des techniciens et on n'a pas la connaissance, nécessaire pour diriger une entreprise à un haut niveau, en tout cas optimiser la gestion de notre entreprise et c'est ce que j'ai appris et c'est ce que, je fais partager aujourd'hui. Alors revenons au recrutement, donc les 3 piliers d'un recrutement réussi. Le premier pilier, ça va être attirer, c'est-à-dire qu'on va attirer vers nous les candidats. Donc on va pas dire: «Ah non, il y a personne sur le marché, les gens ils veulent plus travailler» et cetera. Non, non. On va arriver à se différencier et à être tellement différents des autres que les candidats auront envie, les personnes auront envie de travailler pour nous. Le deuxième point, c'est que on va embaucher de manière efficace. On va bien sélectionner les candidats et on va faire une bonne négociation, une belle offre pour embaucher. Et le troisième point, c'est qu'on va intégrer notre nouvelle recrue au sein de l'entreprise, mais on va réellement l'intégrer. Attardons-nous maintenant sur le premier pilier. Le premier pilier, ça va être attirer. Ce que font la plupart des paysagistes. Ils ne sont pas clairs sur la mission de leur entreprise. Donc, grosso modo, ça donne pas envie de travailler pour eux parce que eux ou un autre, c'est la même chose. Donc ça donne pas une envie spécifique de travailler pour eux. Il y a pas quelqu'un qui dit: «Tiens, je vais aller travailler chez machin, c'est génial, ils font des super trucs, on a un vrai impact» et cetera. Non, non, ils sont dans la masse. Le 3e erreur qu'ils font, c'est qu'ils s'y mettent pas à fond. Ça veut dire qu'ils ont pas pris conscience, que recruter, c'est un investissement en temps. Et du coup, ils consacrent pas suffisamment de temps à ça et ils se mettent plus à travailler, à faire du chantier ou à produire, plutôt que de prendre le temps de recruter. Sauf qu'il suffit tout simplement de prendre une demi-journée consacrée au recrutement dans la semaine pour avoir dans quelques semaines ou quelques mois,
une personne qui va te permettre de te dégager une journée à une journée et demie par semaine. Donc l'investissement d'une demi-journée est très, très vite récupéré, mais ils ne voient pas cet investissement comme ça, donc ils s'y mettent pas à fond. Ensuite, ils veulent de la main-d'œuvre pour hier, donc on en a parlé un petit peu au début, c'est qu'on ne peut pas recruter dans l'urgence, on va voir ça juste après. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'ils se sabotent par un état d'esprit négatif. Ça veut dire que autour de nous, on entend tellement de choses, comme quoi les gens ils veulent pas travailler, comme quoi les gens, ils préfèrent toucher le chômage que, venir bosser pour nous, que de toute façon, on peut attirer aucun candidat parce que les prix chez nous, ils sont trop enfin, on les paye pas assez et cetera. Donc ça, c'est un état d'esprit qui te met dans un état négatif et quand tu es négatif, honnêtement, tu attires du négatif. Donc tu peux pas recruter dans un état d'esprit négatif. Il faut donner sa chance au candidat. Si un candidat se présente en face de toi et que tu dis encore comment il va m'arnaquer celui-là, ben, tu pas prêt de recruter quelqu'un de vaillant, quoi. Alors maintenant, on va parler des bons moyens d'attirer les candidats. Hem, Ce qui est important, c'est de définir clairement la culture de l'entreprise. Ça veut dire que quelles sont les missions de l'entreprise? À quoi sert ton entreprise? Et ton entreprise ne sert pas simplement à tailler des haies, à tondre, à planter. Ton entreprise, elle a une vraie mission, elle a des vraies valeurs. Ça veut dire que si on prend un exemple très simple, hem, imaginons que tu fasses du service à la personne, de l'entretien de jardin et que la plupart de tes clients, soient des personnes retraitées. Et bien, tout simplement, ce que tu vas faire au sein de ton entreprise, c'est pas tailler ou tondre. Ce que tu vas faire au sein de ton entreprise, c'est permettre à ces personnes retraitées, qui parfois ont des difficultés de mobilité, et bien, en fait, de se maintenir chez elles plutôt que d'aller à l'EHPAD. De la même manière, si tu t'aperçois que tes clients, c'est plus des cadres, et qui passent pas assez qui sont jamais chez eux, par exemple, eh bien, en fait, le fait d'entretenir leur jardin, ça va pas être entretenir le jardin que tu vas faire, ça va être permettre à ces personnes de passer plus de temps en famille. Ça, c'est des vraies missions, que tu vas intégrer dans ton entreprise et c'est avec ça que tu vas permettre d'attirer les candidats. Si tu dis aux candidats: «Bah, nous, on fait de l'entretien et de la création de jardin», bah, oui, d'accord, mais comme tout le monde. Maintenant, si tu dis aux candidats: «Bah, nous, ce qu'on fait chez nous, en fait, c'est qu'on aide les personnes âgées à se maintenir à domicile et toute notre entreprise porte cette valeur-là et porte cette assistance à des personnes qui en ont besoin», et bien, en fait, tu vas motiver la personne et tu vas attirer la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que recruter, c'est du marketing. Ça veut dire qu'on va utiliser strictement les mêmes stratégies en marketing qu'en recrutement et on va utiliser ces stratégies, alors un petit peu d'une manière différente, mais tout le processus de recrutement, en fait, on va considérer que c'est comme si on avait besoin d'attirer un nouveau client pour notre entreprise, pour travailler. Donc on a dit, c'est un investissement important, il faut vraiment prendre le temps, s'y consacrer et accorder une vraie valeur à cet investissement parce que, comme tout investissement, un investissement qui est négligé a un rapport mauvais. Sous ça, tu peux être à la ça peut être à la bourse, ça peut être dans l'immobilier. Si tu prends pas soin de ton investissement ne te rapportera pas ce que tu en espères, en tout cas. Alors qu'ils veulent évidemment, prendre ton temps, hein, pour recruter. Ils veulent de la main-d'œuvre pour hier, on en a parlé. C'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup vous font et malheureusement, c'est qu'ils s'aperçoivent au mois de mars ou avril qu'il y a besoin de main-d'œuvre pour finir le printemps et puis après on verra pour l'automne et donc du coup, ils commencent à attaquer une phase de recrutement en mars-avril, sauf qu'en mars-avril, en avril-mai, beh, la plupart des candidats, ils sont au boulot, quoi. Donc c'est peut-être pas le moment de recruter ou de chercher à recruter un CDI à ce moment-là. Donc surtout, prendre ton temps aussi dans la sélection du candidat. Ça veut dire que peut-être tu t'attends à avoir un candidat dans un mois, dans 2 mois. Oui, c'est possible et on va mettre toutes les chances de notre côté pour que ce soit le cas. Mais par contre, si ça matche pas, si ça marche pas, il vaut mieux prendre ton temps. On dit toujours, prendre son temps pour recruter, être, pas pressé à recruter, mais être pressé à virer. Donc prends ton temps pour recruter, mais si tu as un doute après, soit vire le plus vite possible. Mais en tout cas, pour recruter, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de prendre son temps. Et après, le dernier point à comprendre, c'est que nos salariés, ce sont pas juste des personnes qu'on paye pour qu'ils nous fournissent un travail. Ce sont des partenaires. Ce sont des personnes qui sont engagées avec nous et avec qui on travaille main dans la main. Ça veut dire que toi, tu as besoin d'eux et eux, ils ont besoin de toi. Et ça doit se faire dans un juste équilibre. Et à partir du moment où l'équilibre est rompu, hem, bah, en fait,
on obtient des résultats de mauvaise qualité. Ça veut dire que soit l'employé a l'impression que c'est lui qui tient la boîte, et donc du coup, il dit, bah, si je tiens la boîte, j'ai qu'à me barrer, je vais faire ma boîte. Ce qui est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai non plus. Mais en tout cas, le résultat, c'est que toi, tu l'as plus. Ou tu as un mercenaire qui veut juste son chèque à la fin du mois et essayer de te gratter des avantages ici ou là, parce que en fait, il essaye de rétablir cet équilibre. Donc vraiment, les employés sont des partenaires et il faut les considérer en tant que tels et pas en tant que bah, je te paye, donc tu fais un boulot, quoi. Voilà. Et ça fait beaucoup, beaucoup de différence et le fait de prendre soin de ses employés, on va y venir après dans le troisième pilier, mais prendre soin de ses employés, c'est vraiment quelque chose de primordial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. De toute façon, je les verrai et je vous y répondrai. Alors, je vous propose de passer au deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est la phase d'embauche. Alors pourquoi ça marche pas, chez la plupart des paysagistes et actuellement, pourquoi ils ont des problèmes? Tout simplement parce qu'ils prennent pas le temps de faire un processus de recrutement. Ça veut dire que les candidats ne passent pas par des étapes qui sont clairement définies, balisées et qui sont mesurables. Donc du coup, ben, ça marche pas. Ensuite, on en a parlé au tout début, mais j'y reviens parce que c'est vraiment quelque chose de très, très important, c'est le savoir-être qui est négligé. Donc on a des personnes, avec qui, ben, on s'entend pas, même si elles sont très compétentes, si tu t'entends pas avec, ou si ton chef d'équipe s'entend pas avec, ça va poser des vrais problèmes au sein d'entreprise et ça peut faire disloquer des équipes, voire même disloquer des entreprises, quand il y a pas beaucoup de personnel. Ensuite, on a vu, ils cherchent un couteau suisse. Alors un couteau suisse, c'est quoi? Bah, c'est un employé qui sait tout faire et je sais pas si tu as vu, mais on voit en ce moment, des annonces, d'emploi passer dans les groupes Facebook et cetera ou sur Pôle emploi et on a des profils qui sont recherchés. On veut une personne qui soit autonome, qui sache gérer une équipe des fois, qui sache utiliser une Minipelle, qui ait le permis EB, qui sache tailler, qui sache tondre, qui sache faire de la maçonnerie, de l'arrosage automatique, d'engazonnement, de la plantation. Le problème, c'est que ces profils-là, déjà quelqu'un qui sait tout faire, bah, il sait tout faire moyen, il excelle pas dans un domaine. Et c'est des profils qui sont un peu bancals en général. Donc ça, c'est vraiment un des problèmes, récurrents qu'on trouve ou équivalent, ils cherchent un mini-mois, donc ils veulent se cloner. Donc ils comprennent pas pourquoi le salarié ne sait pas faire quelque chose qu'eux mêmes savent faire ou en tout cas ne le fait pas de la même manière comme eux le feraient. Et du coup, ils tombent dans du micromanagement où on est en train de titiller, «Tiens pas la pioche comme ça, tiens-la comme ça». Bon, enfin, c'est des choses qui sont complètement aberrantes et on perd un temps fou à ça et en plus de ça, on franchement, sur les nerfs, ça tape, quoi, hein. Donc le mini-mois, c'est vraiment chercher un mini-mois, c'est vraiment chercher comme le mouton à 5 pattes, quoi. Vraiment, ça existe pas et ensuite, ils savent pas négocier le salaire et tout ce qui va autour. Donc du coup, bah, ils se retrouvent avec des personnes qui demandent sans cesse des augmentations et tout simplement parce que, il y a un problème à ce moment-là, dès le départ. Alors comment est-ce qu'on gère bien sa phase d'embauche? Premièrement, on va définir clairement les phases de recrutement et on va évaluer les résultats. Ça veut dire que les phases de recrutement, ça se limite pas à regarder des CV, regarder les compétences qui sont sur les CV et dire: «OK, ça me va, ça me va pas, ça me va, ça me va pas». Hem, il y a tout un processus à suivre qui va partir, peut-être du CV, qui va passer par un entretien téléphonique, peut-être par une réunion, Zoom si la personne est loin, et sur chaque phase, en fait, tu vas baliser des points. Là, c'est OK, là, c'est moyen, là, ça me va, là, c'est parfait ou c'est l'inverse, c'est complètement nul. Mais en tout cas, de pouvoir commencer à avoir une vision qui soit, pas qu'un feeling. Le feeling est très important. Mais on peut pas s'appuyer que sur un feeling parce que le jour où il y aura un problème, tu pourras pas dire: «Ah ouais, mais cette personne, je la sentais bien». Par contre, si tu as quelque chose de bien établi, de cadré, bah, tu pourras dire: «Ah beh, cette personne, je sais pourquoi je l'ai embauchée parce que dans tel critère, elle était bonne et là, elle avait une lacune. Ah mais si le problème que j'ai aujourd'hui, c'est parce qu'elle avait cette lacune, c'est à moi de faire l'effort pour essayer de combler cette lacune». Donc vraiment, bien définir les phases de recrutement et surtout une belle évaluation des résultats, ça va permettre
déjà de faire un tri parmi les candidats et de commencer à sélectionner. En fait, ça va être un petit peu comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'en gros, on fait rentrer beaucoup de monde, un peu moins de monde, un peu moins de monde, jusqu'à trouver la personne qui nous convient le mieux ou les personnes qui nous conviennent le mieux. Donner Le deuxième point, c'est de donner vraiment une grosse importance au savoir-être et je peux vous assurer que les meilleures embauches que j'ai fait, c'était du savoir-faire d'un côté, et du savoir-être de l'autre. Du savoir-faire 30-40, du savoir-être 70-60. Mes derniers employés, je les ai même recrutés que au savoir-être et j'avais pas besoin de savoir-faire et après on verra pourquoi j'ai fonctionné comme ça et c'était une réussite. Parce que le savoir-être, c'est du long terme. Ça veut dire que quand tu es au savoir-être, tu vas t'entendre avec cette personne-là. Ça veut dire que vous allez établir une vraie relation et vous allez être plus à même d'établir une vraie relation que vous entendez bien. Et donc du coup, tu vas plus facilement passer sur des lacunes, tu vas être plus enclin à aider cette personne. On est plus enclin à aider une personne avec qui on s'entend bien, plutôt qu'une personne avec qui on s'entend pas du tout. Donc pas du tout, ça veut dire que tu vas vite arrêter l'histoire et puis on se retrouve des fois avec des entreprises où le patron ne parle plus aux employés, par exemple. Là, c'est une catastrophe absolue parce que, les gars, ils font ce qu'ils veulent et on déconnecte la partie, tête de l'entreprise, de la partie, on va dire production de l'entreprise. Ensuite, le phénomène du couteau suisse, c'est, personne ne sait faire aussi bien que toi. Ça, c'est le constat que font beaucoup de patrons, c'est-à-dire qu'ils disent: «Ouais, mais les mecs, ils savent pas faire si tous savaient faire aussi bien que moi». OK. Mais sache qu'il y a des personnes qui savent faire mieux que toi. Savent faire mieux que toi, pas sur tout, mais il y a certaines choses qu'ils savent faire bien mieux que toi. Et l'idée, plutôt que d'aller chercher un couteau suisse, ça va être d'aller chercher une personne qui a des compétences qui viennent te compléter. Ça veut dire que toi, tu sais où tu as des lacunes. Si tu trouves une personne qui comble ces lacunes, mais en fait, vous allez super bien matcher techniquement sur le terrain et ça va bien, bien fonctionner. Le phénomène du mini-moi, le quatrième point sur le phénomène du mini-moi, ça veut dire que le mini-moi, en fait, il va bloquer parce que, ils vont pas les personnes qui cherchent ça ne vont pas déléguer. Parce que la personne que tu vas recruter, évidemment, il est pas comme toi. Donc du coup, s'il est pas comme toi, tu vas avoir une réticence à déléguer et tu vas moins avoir, le sentiment d'aider cette personne à aller de l'avant, en fait et à s'épanouir dans l'entreprise. Et donc du coup, ça va être vrai comme on disait, du micromanagement au lieu d'être du management et le micromanagement de toute façon, ça énerve tout le monde. Donc forcément, ça va pas matcher. Et ensuite négocier le salaire, négocier le salaire, ça veut dire que soit ils payent pas cher leurs salariés, parce qu'ils savent pas négocier leur salaire et donc les salariés, eux, il faut qu'ils s'en sortent. Enfin, je veux dire, on est dans une phase où il y a de l'inflation. Les personnes ont besoin de vivre correctement de leur métier et d'arriver à subvenir à leurs besoins et notre responsabilité, chef d'entreprise, c'est d'aider nos salariés à subvenir à leurs besoins. Donc si on paye pas suffisamment nos salariés en se basant, par exemple, sur la grille tarifaire, enfin la grille des salaires et en donnant le minimum de la grille des salaires, on va avoir un énorme turnover et de notre côté, un salarié qu'on veut garder même si on sait que ça va pas ou bon ou même s'il va bien, comme on veut le garder, on le surpaye, en fait. Ça veut dire que peut-être qu'on le paye beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il vaut réellement et tout simplement parce qu'on a peur de le perdre, tout simplement parce qu'il y a d'autres leviers de négociation, que le salaire. Loïc, tu me dis: «Comment établir un bon questionnaire d'embauche?» Le bon questionnaire d'embauche, en fait, il va être établi, sur vraiment, ça va être des phases, hop, comme ça tu vas me voir. Hem, le bon questionnaire d'embauche, si tu veux, il est établi sur ce que toi tu attends. La 1re chose, c'est être clair sur ce que toi tu attends de la personne, être clair sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas, baser ton questionnaire d'embauche sur ça et ensuite évaluer la personne par rapport à ça. Ça veut dire que tu vas évaluer la partie technique, le savoir-faire et tu vas évaluer aussi, la partie savoir-être.
pour savoir si tu vas t'entendre avec. L'erreur qu'on fait souvent, c'est vraiment d'utiliser des questions qui sont plus basées sur le savoir-faire. Hem, le savoir-faire, c'est une bonne chose, mais la personne en face de toi, elle peut bluffer, quoi. Ça veut dire qu'elle peut te montrer, des photos de chantier, elle te dit: «C'est moi qui l'ai fait, j'étais tout seul» ou «J'avais qu'un apprenti avec moi, on a fait ça». Sauf que peut-être que derrière, il y avait une équipe de 10 personnes et tu en sais rien du tout. Donc le savoir-faire, la personne peut te dire qu'elle sait faire plein de choses et même si dans la phase de, où tu embauches le 1er mois ou le deuxième mois, la phase j'ai perdu le nom. Bref, où le préavis, enfin, tu peux te séparer de cette personne, sans problème à ce moment-là. Tu vas voir que ça bug, peut-être ou peut-être pas, mais peut-être que tu vas le voir. Mais déjà, ça veut dire que à ce moment-là, tu es déjà engagé avec cette personne quand même et que derrière, si tu renonces, en fait, tu repars dans le processus d'embauche et souvent on hésite à partir du moment où on commence à s'engager, on a signé le contrat, la période d'essai, voilà, c'est ça. Hem, on hésite à revenir en arrière, en fait. On se dit: «Bah, non, je veux quand même garder cette personne» et c'est une erreur puisqu'après on sur le long terme, on y perd puisque ça matche pas, quoi. Michael, tu me demandes, de détailler le savoir-être. Je vais pas te donner le détail du savoir-être parce que c'est assez particulier, mais grosso modo, quand tu as un entretien d'embauche, si tu embauches pour une équipe, ça veut dire que la personne va être intégrée dans une équipe. Demande-toi si la personne qui est en face de toi, tu pourrais aller au restaurant en tête à tête avec elle et passer, un repas de 3 4 heures en tête à tête avec elle. Si tu dis: «Non, ça va me saouler», c'est que le savoir-être, il matche pas. Maintenant, si tu embauches pour toi et que tu sais que tu vas travailler avec cette personne ou si tu embauches un chef d'équipe et c'est toi qui vas diriger ce chef d'équipe, le savoir-être, il va être défini par est-ce que je partirai en vacances avec cette personne? Si la réponse est, sûrement pas, parce qu'il a tel défaut et ce défaut m'agace, c'est que tu es pas en face d'une personne qui a un savoir-être qui te correspond. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut dire que tu es en face d'une personne qui a un savoir-être qui ne te correspond pas. Le deuxième moyen d'évaluer un savoir-être, c'est d'appeler les anciens employeurs. C'est appeler les anciens employeurs ou les anciens responsables de cette personne-là et de dire, bah, voilà, comment ça se passait et cetera et là, tu vas avoir des défauts qui sortent ou des qualités qui sortent et là, ce sera à toi de choisir. Hem et ça commence par, que ce soit tant techniquement que savoir-être, là, pour le coup, ça c'est équivalent. Hem, un candidat qui est incapable ou qui botte en touche au moment de vous donner les numéros de téléphone de ses anciens employeurs ou de ses anciens collègues de travail qui étaient au-dessus de lui hiérarchiquement, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. C'est assez simple comme méthode pour identifier. C'est bon pour vous? Je vous laisse me le dire dans le chat si c'est bon pour vous. Yes, super. Merci. Allez, on continue. Alors, le troisième pilier, ça va être d'intégrer notre nouvelle recrue, parce que ça y est, on y est arrivé et on va intégrer cette recrue au sein de l'entreprise et l'intégration, elle est tout aussi, voire même plus importante que tout ce qu'il y a eu avant. Parce que dans cette période d'intégration, on voit très, très clairement si on part sur quelque chose de sain ou si on part sur quelque chose de bancal déjà et j'ai eu des personnes en une demi-journée qui avaient déjà renoncé. Donc ça m'est déjà arrivé d'embaucher, de dire: «OK, tu viens, tu rentres dans l'entreprise» et au bout d'une demi-journée, la personne dit: «Non, je m'en vais, ça ne me correspond pas». Donc au moins c'est clair, c'est rapide, c'est efficace. Mais si on ne passe pas par cette phase d'intégration, on peut se retrouver avec une personne qui reste là 2 3 mois, 6 mois et puis qui s'en va et voilà. Donc ce que font la plupart des paysagistes, c'est qu'ils utilisent la méthode Simon dans le camion. On va détailler tout à l'heure. Donc ils ne forment pas leurs salariés. Et de la même manière, ils font pas de réunion. Ça veut dire que, on a un entretien obligatoire annuel et ils se contentent de ça et une tape dans l'épaule, «Salut, ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, c'est cool, merci, au revoir». Donc ça, c'est pas des réunions. Clairement, c'est pas une réunion et on n'a pas ressenti, en fait, de l'employé. On n'a pas les retours chantiers corrects, on n'a pas enfin, il manque plein de choses.
Le quatrième point, c'est un manque d'évaluation. Ça veut dire qu'un salarié doit être évalué tout au long du temps qu'il est dans l'entreprise. Si on n'évalue pas nos salariés, ce qui se passe, c'est qu'un salarié, et c'est pour ça que tout à l'heure on disait qu'ils payent aussi trop cher leur salaire, est-ce qu'un salarié qui a des compétences moyennes peut demander régulièrement une augmentation de revenus et dire, ben voilà, il y a de l'inflation, je augmente mes revenus, je souhaite que tu augmentes mes revenus, mais en même temps, au sein de l'entreprise, il ne donne pas forcément ce qui est attendu de lui. Et donc, du coup, ben, si c'est pas évalué, ben, on paye. Voilà, tout simplement. Et en tout cas, ou si on refuse de payer, on se le met à dos et lui comprend pas et nous, on comprend pas non plus. Et donc, forcément, ça monte au clash. Et le dernier point, il ne coach pas, puisque, comme on le rappelle, nos salariés sont nos partenaires et en tant que chef d'entreprise, on se doit de les amener à avoir une vie épanouie et pas seulement un travail épanoui, une vie épanouie. Allez, on y va. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer? Alors, Simon dans le camion. Simon dans le camion, c'est un truc que je vois, mais dans 90% des entreprises, il y a Simon dans le camion. Dans 90% plutôt des toutes petites entreprises, des moins de 5. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on a un besoin de salariés tout de suite, on a un besoin d'efficacité tout de suite, on veut que le gars soit productif tout de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, bon, bah, écoute, bienvenue dans l'entreprise, merci d'être là. Pour ton premier jour de travail, bah, écoute, je te prends avec moi, et puis on va aller au chantier, puis on va commencer à bosser. Et là, en fait, ben, en faisant ça, on a tout faux. On a tout faux parce que cette personne ne ne se sent pas intégrée dans l'entreprise. Je veux dire, faut se mettre à la place de la personne qui est recrutée et peut-être que tu as été à la place de cette personne et donc ce serait absurde de reproduire cette chose-là si tu l'as vécu. Mais la personne que tu intègres, elle est dans un environnement qui est inconnu. Elle ne te connaît pas, à part les phases d'entretien d'embauche, mais elle ne te connaît pas, plus que ça. Elle sait pas réellement dans le détail ce que fait ton entreprise, comment ça fonctionne. Comment tu gères le matériel, comment tu gères les salariés, comment tu gères les chantiers, quelle est la politique de l'entreprise, quelle est la culture de l'entreprise, qu'est-ce que tu attends précisément de son travail, au-delà peut-être de la partie simplement exécution. Et donc du coup, hem, bah, en fait, comme elle est dans un environnement hostile, elle se sent un peu, mise à l'écart tout de suite. Même si tu la prends avec toi dans le camion, c'est bizarre. Et donc ce qui se passe, c'est que, hem, on dit souvent que la première impression est la bonne. Et c'est à ce moment-là, en fait, où tu as une chance de faire une bonne impression. Et une bonne impression, ça reste dans la tête. Ça veut dire que si la première journée de la personne, elle est idyllique, ça va rester à vie ancré dans sa tête. Si la journée de la première journée de la personne, c'est le bazar absolu, ça va rester ancré à vie dans sa tête. Donc en le prenant dans le camion directement, eh bien, en fait, tu as 99 de chances pour que la journée, elle se passe pas comme prévu. Même si tu te dis que tu es sympa et même si tu dis que ça va le faire et cetera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est de prendre le temps au cours de la première journée, voire plus, de bien intégrer cette personne. Le deuxième point, c'est des employés non formés. Hem, des employés, non formés, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que déjà, certains ont des lacunes techniques. Donc si tu veux, par exemple, intégrer un salarié parce que tu as besoin de main-d'œuvre sur la partie création et que cette personne, tu lui demandes de faire un arrosage intégré, elle en a vu une fois à l'école, ça fait 5 ans, elle en a pas fait. Si derrière tu lui dis: «Bon, mais tu sais le faire», elle te dit: «Oui» parce qu'elle va pas te dire non et que tu te retrouves à avoir une personne qui est, hem, en fait, elle va galérer, hein. Elle va te dire: «Oui» pour te faire plaisir, mais du coup, elle va galérer et donc le résultat sera pas attendu, le temps imparti pour faire les travaux sera pas le bon et donc du coup, c'est un événement négatif, en fait, c'est de la galère. Donc ce qui est important, c'est de former ses employés, déjà techniquement sur les tâches que tu leur demandes s'ils ont pas les compétences, que ce soit au début ou comme, après sur le long terme. Mais surtout, c'est de les former à la culture d'entreprise et de faire en sorte que les standards de qualité de ton entreprise soient respectés. Ça veut dire qu'une personne qui est non formée, elle va faire comme pour elle. Et souvent, c'est ce qui se passe quand les entrepreneurs recrutent avec du savoir-faire. Les personnes savent faire, certains ont des années, des dizaines d'années d'expérience et elles viennent mettre cette expérience dans l'entreprise.
Sauf qu'elles font comme elles ont l'habitude de faire, ou comme elles faisaient dans l'entreprise où elles étaient avant. Et dans l'entreprise où elles étaient avant, bah, c'est pas ton entreprise. Et donc, du coup, le fait de ne pas les former à la culture d'entreprise, aux standards de l'entreprise, aux standards attendus, eh bien, en fait, on va partir sur des clashs permanents, puisque la méthode utilisée ou le résultat attendu ne correspondra pas à tes standards, il correspondra aux standards de la personne ou aux standards qu'elle avait dans l'entreprise d'avant. Donc, vraiment bien prendre le temps de former ses employés sur ça. C'est pour ça que les réunions sont nécessaires. Ça veut dire qu'il faut être toujours au plus près de ses employés. Et, heu et pour être au plus près de ses employés, il faut faire des réunions. C'est pas la peine de faire des réunions de 2 heures, 1/4 d'heure le lundi matin, 10 minutes le vendredi soir suffisent, pour avoir des salariés qui soient motivés, faire des points réguliers et enlever les doutes, enlever les points de friction qu'il pourrait y avoir. De la même manière, évaluer le travail de ses salariés par rapport à des standards, c'est indispensable pour que tu puisses, bah, soit élever tes standards ou en tout cas avoir des résultats qui soient attendu et constant. Je veux dire, si aujourd'hui, tu vas manger peut-être l'exemple est pas bon, mais pour schématiser, si tu vas manger au McDo, et que tu demandes un Big Mac et que dedans, le gars, il a mis une sauce de Big Tasty, tu vas pas être content. Eh beh, tes salariés, c'est la même chose. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que tu puisses évaluer que les standards, en l'occurrence au McDo du Big Mac, soient, respectés. Donc là, c'est le moyen d'évaluer, régulièrement et tenir des réunions et de garder une évaluation régulière. Ça ne veut pas dire l'évaluation annuelle. L'évaluation annuelle, honnêtement, ça ne vaut rien, c'est trop peu. C'est trop peu. C'est obligatoire, mais ça revêt un aspect obligatoire. Si tu veux une entreprise avec des salariés qui restent, avec des salariés qui ont des résultats, il faut le faire beaucoup plus régulièrement. Et ensuite, bien, c'est un peu la même chose, mais c'est vraiment dans l'accompagnement, c'est le fait de coacher, son salarié pour qu'il réussisse, tant dans sa vie privée que dans sa vie dans l'entreprise. Parce qu'un salarié qui est pas bien dans sa vie privée, il va pas être bien, dans la vie de l'entreprise et il va pas faire le travail que tu attends. Et des fois, on met des semaines avant de déceler qu'il y a un problème, et que le problème, il n'est pas forcément dans l'entreprise. Et donc, c'est très, très important de prendre soin de son salarié. De prendre soin de est-ce qu'il se sent bien? Est-ce que tout va bien pour lui? Et si jamais c'est pas le cas, de l'accompagner. Alors on veut pas s'immiscer dans la vie privée des gens s'ils ne le veulent pas, on est bien d'accord, hein. Mais souvent les personnes quand même ont tendance à se livrer, à dire des choses, surtout quand ça fait un petit moment qu'elles sont là et les accompagner, c'est quand même quelque chose qui est très, très indispensable et qui, d'une autre manière, permet aussi par exemple, de surpayer nos salariés parce que on va s'occuper d'eux et aujourd'hui, la 1re, raison pour laquelle, les employés partent des entreprises, c'est pas le salaire. C'est parce qu'elles se sentent pas bien. Elles s'épanouissent pas dans le travail, elles s'épanouissent pas personnellement. Donc elles s'en vont. Donc tout focus sur le salaire, c'est pas bon. C'est vraiment focus sur le bien-être du salarié. Alors évidemment, c'est dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont en profiter et qui vont être très chronophages. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est que très peu de personnes, mais ça peut arriver. Donc faut quand même faire attention à ça, mais surtout nous, ce qui nous intéresse, c'est de soigner le bien-être du salarié. Alors maintenant, comment faire pour intégrer ces 3 piliers dans ton entreprise et quelle stratégie mettre en place là, maintenant, aujourd'hui? Quelle est la priorité? Débrouille-toi. Ah non, pas du tout. J'ai créé le programme recrutement gagnant qui va te permettre d'attirer et de conserver les meilleurs employés. Déjà, si vous avez des questions sur, la partie d'avant, j'ai oublié de vous demander, mais vraiment, c'est avec plaisir, n'hésitez pas à les poser. Donc recrutement gagnant va te permettre d'attirer et conserver les meilleurs employés et ça va être très, très intense, très, très rapide et très, très intense parce que le but, c'est que tu aies un nouveau salarié le mois prochain. Alors on va dire le mois à la fin du programme. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le programme? C'est 3 coachings, c'est des coachings qui sont, donnés pendant 3 semaines, un par semaine, le lundi soir. Le premier coaching, on va s'attacher à attirer. Ça veut dire qu'on va partager quelle est la mission de ton entreprise et on va la découvrir si tu ne la connais pas ou si tu l'as pas clarifiée. Et on va partager également la vision de l'entreprise ainsi que la personne qui va être intégrée. Ça veut dire que si tu intègres une personne, sachant que toi, tu veux rester seul avec un salarié ou 2 et que tu as en face de toi une personne qui te dit: «Mais moi, je veux être chef d'équipe»,
Bah, déjà, c'est mort, quoi. Donc on va essayer de voir quelle est la vision, quelles sont les perspectives que tu peux donner à cette personne, pour qu'elle s'épanouisse dans ton entreprise. Ensuite, en deuxième point, on va faire un organigramme. Alors si tu es tout seul ou si tu as un salarié ou 2, tu dis: «Un organigramme, c'est idiot», parce que direction, c'est moi, compta, c'est moi, vente, c'est moi, marketing, c'est moi, production, c'est moi. Oui, c'est vrai, tu vas te mettre partout au début ou en tout cas, tu seras dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases. L'avantage de l'organigramme, c'est qu'il va te permettre d'identifier là où tu vas attribuer les tâches à la bonne personne. Ça veut dire que peut-être que aujourd'hui, tu as l'impression qu'embaucher est la solution, sauf que tu te dépenses à des postes qui ne sont pas clés, que tu pourrais déléguer, soit en embauchant, soit en le déléguant d'une autre manière. Donc, l'organigramme est un point essentiel pour clarifier ton besoin et pour clarifier aussi à quel endroit tu vas pouvoir intégrer cette personne et qu'est-ce que tu attends précisément de la personne. Troisième point, on va établir le profil du candidat idéal. Parce que le but, c'est qu'en ayant le profil du candidat idéal, on va pouvoir déterminer, quand tu as un candidat en face de toi, s'il correspond à ton candidat idéal à 80%, 90%, 100%, 2%, voilà. Et tu vas pouvoir l'identifier pour voir si c'est anticiper si ça va matcher entre vous. Le deuxième coaching sera consacré à l'embauche. Donc, on va faire les phases d'embauche, le pré-recrutement. Comment est-ce qu'on sélectionne les personnes? Quelles sont les bonnes questions à poser? Avant même de s'investir dans un entretien d'embauche, parce qu'un entretien d'embauche, c'est chronophage. C'est encore une fois, le recrutement, c'est du marketing. Le pré-recrutement, c'est l'équivalent de qualifier le client. On qualifie le client, on voit s'il est prêt à acheter. S'il est prêt à acheter, on fait un devis. S'il est pas prêt et on se déplace et on fait un devis. S'il est pas prêt à acheter, on se déplace pas, on fait pas de devis. Le pré-recrutement, ça sert à ça. Est-ce que le candidat match avec notre entreprise? Oui, non, peut-être. Si c'est non, déjà, on oublie. Ensuite, on va apprendre à mener un entretien d'embauche, de la bonne manière, avec toutes les étapes, de l'entretien d'embauche, et les bonnes questions au bon moment et évaluer les résultats de la personne. Et le troisième point, c'est on va faire une proposition. Ça veut dire qu'on a et ça, c'est quelque chose qui est négligé, c'est: «OK, on attend on veut une personne qui corresponde à tel critère parce qu'elle nous aide sur telle tâche, telle tâche». OK. Mais en face, on peut se retrouver avec des candidats qui viennent compléter quelque chose ou qui viennent apporter une valeur ajoutée dans notre entreprise à laquelle on ne s'attendait pas. Et donc du coup, plutôt que de dire: «Ah ben voilà, moi j'ai prévu de prendre quelqu'un, sur un profil entretien, parce que, je veux qu'il fasse de l'entretien», et qu'on se rend compte qu'en face de nous, on a quelqu'un qui certes sait faire de l'entretien, mais est capable d'aller au-delà et de faire de la gestion différenciée, de faire des jardins un peu différent, de la biodiversité, d'inclure de la biodiversité, on va avoir quelqu'un en face de nous qui va nous amener une valeur ajoutée. Donc on va pouvoir faire une proposition qui est peut-être différente de celle à laquelle on avait prévu. Ou inversement, on voit qu'il y a une personne qui est de bonne volonté, qui n'a pas encore les compétences et on sait qu'on va la former pendant longtemps. Donc la proposition, on va lui proposer un autre type de contrat ou on va lui proposer un autre type de revenu par rapport à ce qu'on avait prévu peut-être au départ, parce qu'on s'entend bien avec et il y a des lacunes à combler, etc. Donc l'important, c'est de définir quelle proposition on offre à la personne, et au cours de la proposition, évidemment, on va parler salaire et on va payer notre salarié au bon montant. Troisième phase, on va intégrer la personne dans l'entreprise. Donc, on va s'occuper, qu'est-ce qu'on doit faire la première semaine pour que cette personne se sente bien? Qu'est-ce qu'on doit faire le premier mois pour voir si ça fonctionne bien et poursuivre l'effort? Et ensuite, on va instaurer ensemble un suivi régulier avec des réunions régulières, avec des évaluations régulières et un vrai, vrai suivi du salarié pour qu'il reste chez nous. Donc dans le programme, il y a les 3 coachings et il y a aussi un bilan personnalisé. Ça veut dire que la quatrième semaine, qu'est-ce qu'on fait? On va voir comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as eu comme résultat et on va ensemble, faire le tri, revoir les points qu'on a abordés au cours des coachings pour être sûr que tu recrutes correctement. Et enfin, on a un accompagnement. Donc, ça veut dire que je vais t'accompagner jusqu'à l'embauche de ton salarié dans la limite de 2 mois, hein, parce qu'après, je considérerais que tu as pas fait suffisamment d'efforts pour, t'investir pour avoir un salarié. Parce que si tu fais les efforts nécessaires en 2 mois, il y a pas de raison que, tu n'aies pas recruté. Donc, il y a vraiment un accompagnement jusqu'à l'embauche et je serai à ta disposition jusqu'à l'embauche de ton salarié ou de tes salariés. Donc, grâce à recrutement gagnant, qu'est-ce que tu seras capable de faire? Donc, définir le candidat idéal. Définir la mission de l'entreprise, partager ta mission avec lui,
te différencier des autres paysagistes, maîtriser les 4 phases du recrutement, mener l'entretien d'embauche, sélectionner le meilleur candidat, super important, le meilleur candidat, l'intégrer, assurer le suivi de ton intégration et le fidéliser pour limiter le turnover parce qu'il y a rien de pire, que de prendre quelqu'un, de le former, de s'investir avec et qu'il parte dans 6 mois. Donc, l'idée, c'est qu'il reste avec nous le maximum de temps possible. Donc, tu obtiendras dans la formation l'accès aux 3 coachings live, les replays des coachings. Si tu peux pas être là avec nous, si tu as un petit peu de décalage, tu rates le début et tu as besoin d'avoir la fin, eh ben, tu auras le replay. Un carnet de travail pour faire ton suivi et l'évaluation des candidats. Un bilan personnalisé, on en a parlé 8 jours après la fin du programme et un bonus exclusif, l'accompagnement privé pendant les 2 mois après la fin. Donc ça veut dire que entre le moment où tu rentres dans le programme et la fin du programme, il se passera 3 mois et là, tu auras réellement un nouveau salarié. Alors, est-ce que c'est fait pour toi? Oui, parce que si tu as envie, d'embaucher cette année sans te tromper, si tu veux des ouvriers de qualité maintenant ou d'autres employés, hein, ça peut être des employés de bureau, hem si tu veux vraiment ça, c'est fait pour toi. Si tu as envie d'être accompagné et être assuré et de pas te sentir seul au moment de la phase de recrutement, c'est fait pour toi. Si tu veux une stratégie qui fonctionne, c'est fait pour toi. Et si tu as envie de développer ton entreprise, évidemment. Si on met, sur la stratégie pour être clair avec toi, la stratégie qu'on va utiliser dans le recrutement gagnant, c'est une stratégie qui est utilisé par les directeurs des ressources humaines d'entreprises qui font plusieurs dizaines, voire centaines de millions et qui ont plusieurs centaines de salariés. Donc on n'est pas là sur, quelque chose, hem, fait à la va-vite ou quoi que ce soit. On est vraiment sur quelque chose de qualité et qui fonctionne. Ça veut dire que tu vas apprendre comment fonctionnent les grands groupes pour l'adapter à ton entreprise et évidemment, c'est adapté à la taille de ton entreprise. On est à l'échelle humaine, nous. Mais les techniques sont les mêmes et ça fonctionne, parfaitement. Alors ceux qui ont suivi déjà des programmes avec moi, alors c'était pas recrutement gagnant puisque c'est la première, mais ceux qui ont déjà suivi des programmes avec moi, en fait, on s'aperçoit qu'ici, alors tout n'est pas forcément, pertinent pour recrutement gagnant, mais on voit ici que on a Alex qui a 2 salariés qui a recruté en septembre et qui sont là pour l'aider. Donc Alex, on est fréquemment en contact avec et je sais que ça se passe très, très bien avec ses salariés. On a ici Théo qui est passé de tout seul, avec rien du tout en connaissance de gestion, management et cetera, à 2 ouvriers. Je sais qu'il y a une troisième embauche qui est prévue pour bientôt. Donc voilà, c'est quelque chose les programmes, sont faits pour vraiment t'accompagner et mon but, c'est pas de te proposer un programme. Mon but, c'est que tu réussisses l'objectif du programme et l'objectif du programme aujourd'hui, c'est réussir ton embauche. Alors peut-être que tu te dis que, OK, c'est pas pour toi le programme, machin, ça coûte quand même un petit peu d'argent et cetera. Le truc, c'est, est-ce que tu sais combien coûte une embauche mal préparée? Ça vaut des milliers d'euros. Et alors, c'est de la même manière, est-ce que tu es prêt à continuer à galérer pendant 6 mois, de laisser passer la saison et de rater le coche, en fait? Parce que la saison là qui arrive, c'est un tremplin. Si tu la laisses passer, là, le prochain tremplin, il est en octobre. Est-ce que ça va durer 6 mois, 1 an? Puis certains remettent ça toujours à plus tard et puis, bon, ils passent jamais le cap de, 1 salarié, voire, le deuxième cap, c'est 3 et ils arrivent jamais à passer le cap de 3 parce qu'après, s'ils sont plus sur le chantier et beh, leurs employés, ils savent plus faire ou ils sont tout le temps au téléphone et donc du coup, ça marche pas. Donc ça, c'est un temps précieux, ton temps a beaucoup de valeur et rater ton recrutement ou reporter ton recrutement te fait perdre beaucoup de temps et te fait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. De la même manière, quand tu as une personne qui est mauvaise, ben, ça te coûte aussi beaucoup, beaucoup d'argent. Hem et d'un autre côté, quelqu'un qui est très, très efficace va te faire gagner énormément. Alors en argent, d'accord, mais alors, en santé, parce que les nerfs que tu passes sur quelqu'un qui est mauvais et au contraire, le plaisir que tu as à diriger et à driver, un salarié qui est super performant et investi, c'est franchement le top. Donc, il y a l'argent d'un côté, d'accord, mais il y a aussi la santé de l'autre et nos nerfs, sont mis en rude épreuve, on le sait quand les recrues sont mauvaises. Et surtout, recruter va te permettre de développer et alors ce que je tiens beaucoup, c'est valoriser ton entreprise. Valoriser, ça veut dire que si tu restes seul à faire dans ton coin, ce que tu sais faire, parce que tu as jamais fait l'effort de vraiment recruter, quand tu pars à la retraite ou si tu as un problème de santé ou si tu décides tout simplement de changer de vie et que tu veux vendre ton entreprise, elle a pas beaucoup de valeur à part le matériel que tu as dedans. Si tu as mis en place des systèmes qui permettent d'avoir des employés qui sont efficaces et des employés investis, ton entreprise a énormément de valeur
Donc quand tu t'en vas, eh ben, tu pars avec un petit paquet d'argent que tu n'aurais pas eu si tu étais resté tout seul ou avec un apprenti ou avec un salarié seul. Donc c'est très, très important de bien réussir le recrutement parce que ça valorise ton entreprise bien au-delà du simple fait de prendre un employé. Alors, dans recrutement gagnant, les 3 coachings live, les replays avec l'accès à vie et les fiches de travail, ça vaut 599 €. Parce que je suis sûr que c'est la question que tu te posais. Le bilan personnalisé, il a une valeur de 299 € et l'accompagnement privé sur les 2 mois, il a une valeur de 499 €. Donc ça fait un total de 1 397 €. Petit rappel, ou peut-être que tu le découvres, même sûrement tu le découvres, la fin des inscriptions pour recrutement gagnant, c'est lundi 8 h. Après lundi 8 h, je ne prends plus personne dans le programme. Si tu es membre du mentorat, tu peux rejoindre recrutement gagnant pour aller plus vite et tu vas gagner énormément de vitesse. Si tu veux pas, rejoindre recrutement gagnant et que tu te dis que tu vas reporter et que tu vas utiliser, le mentorat pour ça, c'est possible. Tu iras moins vite, mais on peut tout à fait l'intégrer dans le mentorat. Aujourd'hui, recrutement gagnant, ça vaut pas 1 397 €, ça vaut 599 €. Donc encore une fois, tu vas économiser des milliers d'euros, des milliers d'heures de travail, des centaines d'heures en tout cas de travail. Tu vas te libérer du temps, bah, soit pour développer ton entreprise, soit pour ta famille, soit pour faire autre chose. Donc voilà, maintenant, bah, écoute, la balle est dans ton camp. Tu peux rejoindre le programme maintenant ou essayer de t'en sortir par toi-même. Et si tu as envie de gagner en sérénité et que tu veux t'en sortir, pas t'en sortir par toi-même et tu as envie d'être accompagné pour réussir ton embauche, eh bien, c'est tout simplement sur ce lien-là, recrutement gagnant. Donc paysapreneur.com/recrutement gagnant et je vais le mettre tout de suite dans le chat et on va quitter le PowerPoint et on va repasser, tous ensemble, si j'y arrive. Voilà, c'est mieux. Voilà, comme ça, on peut se voir. Est-ce que vous avez des questions? J'ai écrit il y a pas d'instant, je remets le lien dans le chat, mais si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Alors Mickaël, la grille de salaire, OK. La grille de salaire, c'est une bonne chose. Si tu veux, la grille de salaire, elle te donne un minimum. Ça veut dire que, quelqu'un qui, correspond à certaines tâches, on te dit: «Tu dois le rémunérer à tel montant». Alors c'est pas mal, mais ça te donne que un minimum. Ça veut dire que si en face de toi, tu as une personne qui est très, très qualifiée, qui est très, très motivée et qui a beaucoup de valeur, qui va t'apporter beaucoup de choses, la grille de salaire, elle sert pas à grand chose. Donc dans ta proposition, tu vas lui faire sûrement une proposition plus élevée que la grille de salaire. Hem, Ça veut aussi dire que, si tu recrutes cette personne-là, tu peux te le permettre parce que tu vends tes chantiers à un tarif qui est suffisamment élevé pour pouvoir recruter à ce tarif-là. Voilà, tout simplement. Donc la grille de salaire, c'est un indicateur juste pour pas, payer, en dessous du montant. Alors, bah, je continue avec toi, puis je reviens à Loïc après. Sur à quoi se baser pour établir les salaires? J'imagine que ce que tu veux dire. Tout simplement, en fait, au moment de l'entretien d'embauche, la personne, elle va te, enfin, il y a une question qui vient naturellement et que tu dois poser en entretien d'embauche et avant cette question, pardon, tu dois avoir, un tarif maximum. Ça veut dire que tu dis: «Ben, au maximum, pour ce que j'attends, mon employé, je peux le payer tel montant». C'est un peu le jeu des enchères. Ça veut dire que si tu vas acheter un meuble, mettons, aux enchères, tu te dis: «OK, je vois le meuble, je le vois sur le catalogue de vente, mais moi, je veux pas dépasser, mettons, 500 € pour ce meuble». Et si la cote, si les enchères montent, ça devient 500, 600 et cetera, tu vas t'arrêter parce que c'est plus dans ton budget. Mais recruter un employé, c'est la même chose. Ça veut dire que soit ça match avec ton budget, soit ça match pas. Et pour savoir si ça match ou si ça match pas avec ton budget, mais en fait, la question et qui est en fait,
inversé. Ça veut dire qu'un candidat, en général, on lui dit: «Bah, voilà, le poste, il est à, 13 € de l'heure». OK, et le candidat, il dit: «Oh, ouais, ouais, je sais pas, oui, non, machin, bon». La question, on va l'inverser. Ça veut dire qu'on va mettre le candidat dans le sens inverse. On va lui dire: «Combien est-ce qu'il vous faut pour vivre?» Ou d'après vous, combien est-ce que vous voulez être payé pour bien vivre? Donc si la personne, toi, tu as un budget à 13 € de l'heure et qu'elle te sort 15 ou 10 ou 16 ou 17, bah, c'est plus dans ton budget. Donc tu lui dis: «Je suis désolé, moi je peux pas vous payer ce prix-là». Donc soit tu rentres dans une phase de négociation où tu peux faire des efforts d'un côté ou de l'autre, il y a des moyens de rémunérer qui sont autres que, le salaire brut. Soit c'est trop cher pour toi et tu passes ton chemin. Mais, c'est si tu fais dans cette optique-là, l'avantage que ça a, c'est que si la personne, elle te dit: «Ben moi je vais», toi tu as un budget de 13, elle te dit: «Je vais te payer 12,50 ou 12», ça match avec ton budget, c'est cool. Mais si la personne elle revient dans 3 mois et elle te dit, «Ouais, mais en fait je veux une augmentation», tu vas lui dire: «Ouais, mais attends, au moment de l'entretien d'embauche, tu m'as dit que ça te suffisait pour vivre, donc pourquoi aujourd'hui tu as besoin d'une augmentation?» Donc en fait, ça va te permettre d'avoir la main sur la négociation salariale, beaucoup plus facilement, même si au début c'est complètement contre-intuitif, hein. Je suis d'accord avec toi, enfin c'est un truc, c'est très, très contre-intuitif et pour l'avoir utilisé, c'est très, très efficace. Donc faut vraiment y aller parce que c'est le top. Donc faut dire aux personnes combien est-ce que vous avez besoin pour vivre et voilà, c'est dans ton budget ou c'est pas dans ton budget. Loïc, l'embauche d'un apprenti doit se dérouler de la même manière. Hem, ouais, alors Loïc, c'est un peu compliqué les apprentis parce que souvent, c'est eux qui se présentent, voilà. Dans l'idéal, oui, ça doit se présenter de la même manière et si tu veux recruter un apprenti, donc souvent les phases de recrutement d'apprentis, c'est septembre, hein, entre l'été et le mois de septembre et ça peut aller jusqu'en décembre. L'idée, c'est que tu mettes une si tu veux un apprenti pour septembre, l'idée, c'est que tu mettes, une annonce maintenant pour recruter un apprenti. Parce que du coup, si tu recrutes en septembre ou si tu attends que les apprentis viennent vers toi, tu vas avoir un problème parce qu'ils vont tous arriver après les vacances d'été, en septembre. Ils ont tous commencé l'école ou ils vont commencer l'école et tu vas prendre le premier venu parce que toi, tu auras envie d'un apprenti et tu as du travail pour l'apprenti et donc du coup, tu es pas sûr que tu vas avoir un bon apprenti et en tout cas le marché, hem, des personnes disponibles, des apprentis disponibles, il sera restreint. Alors que si tu t'y prends maintenant pour recruter un apprenti, même si tu penses que c'est un petit peu tôt, ça va te permettre d'avoir toutes les personnes à disposition et je peux t'assurer que si tu tombes avec une personne qui veut être embauchée en tant qu'apprenti et qui s'y prend maintenant ou au printemps pour le mois de septembre, en général, c'est des personnes qui sont motivées et qui sont de qualité. Donc plus tu t'y prends tôt, plus tu as de la chance d'attirer, des apprentis de qualité et pour faire une parenthèse sur les apprentis, il faut faire attention parce qu'il y a énormément d'aides, surtout en ce moment sur les apprentis, et c'est une très bonne chose parce que moi je viens d'apprentissage et je suis un fervent défenseur de l'apprentissage. Mais il faut pas se leurrer, un apprenti nous demande énormément de temps de formation. Donc prendre un apprenti pour avoir de la main-d'œuvre, rapide et pas chère, c'est pas un bon calcul. C'est pas un bon calcul parce que l'apprenti, même s'il fait 2 ans avec toi, il va te faire, du mauvais travail. Parce qu'il sera pas motivé, parce que voilà, c'est juste si tu le considères comme la main-d'œuvre pas chère. L'idée, c'est de voir quel est son objectif à l'apprenti, de voir si derrière, il a envie de continuer avec toi. Et s'il te dit: «Moi, je fais 2 ans là, 2 ans là, 2 ans là», est-ce que ça vaut le coup pour toi de t'investir pour lui, sachant qu'au bout de 2 ans, tu sais qu'il va se barrer? Si l'apprenti te dit: «Mais moi, de toute façon, je te donne un exemple type, je suis avec ma copine, je suis en train de m'installer et de toute façon, après, il me faudra un emploi stable en CDI», là, tu as une chance d'avoir une personne qui va rester avec toi sur beaucoup plus longtemps qu'un apprenti, que le contrat d'apprentissage et surtout l'avantage que ça a, c'est que tu vas pouvoir le former à ta main et en gros, c'est une page blanche, quoi, un apprenti. Ou quasiment blanche. Donc ça veut dire que tu peux le former comme toi, tu as envie et qui corresponde à ton entreprise et à ce que tu attends de lui. Donc là, c'est vraiment un super, ça peut être un super plan. Franchement, j'ai vu des apprentis extraordinaires. Maintenant, faut faire attention avec ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça te convient? Le GEC, ouais, le GEC, ça marche aussi, hein. Le GEC, ça marche, encore une fois,
C'est l'intégration, de personnes qui est, l'avantage du GEC, en fait, c'est que c'est modulable, et donc du coup, tu peux dire: «Bah, là, il pleut, cette semaine, il pleut, bah, bon, je vais mettre mon apprenant à l'école et puis après je vais le reprendre». Pour moi, le GEC, c'est une bonne chose. Ça permet d'intégrer des personnes et dans nos métiers et ça, c'est génial. Après au niveau du coût, il faut faire attention et peser le pour et le contre. Ça Tu peux te retrouver, pour avoir essayé de prendre des personnes au sein du GEC, tu te retrouves assez rapidement sur des budgets d'un employé classique. Donc encore une fois, si ton objectif est de prendre quelqu'un qui n'est pas formé, de le former pour le garder sur du long terme, ça roule. Mais l'idée, c'est quand même de garder le salarié au moins 2 ou 3 ans parce que sinon ton investissement pour le GEC, il est pas, c'est pas si fou que ça, quoi. Mais c'est une bonne piste, tu peux effectivement explorer le GEC. Tu peux explorer le GEC, tu peux, pareil, déléguer des choses qui sont pas, sur lesquelles tu passes du temps et que tu pourrais, confier à quelqu'un d'autre, par exemple, ou voilà. Mais, ouais, le GEC, bonne idée. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Yes, impeccable. Eh beh, nickel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et on va se revoir tous. Hop, on se met le mode galerie. Voilà, comme ça, on se voit tous. C'est bon pour vous? Comme ça? Yes, ça roule? Michael, c'est bon pour toi aussi? Ah non, je te vois en train d'écrire. Alors, trop de familiarité avec les employés, ouais, ça, c'est un problème. OK, ça, on est d'accord que c'est le risque. Ce qui est bien de faire avec ces employés, c'est que, c'est tes partenaires de travail, c'est tes partenaires, tu t'intéresses à leur vie privée et cetera. S'ils ont bien envie de t'en parler ou s parce qu'après, on travaille avec eux, la plupart du temps quand on est proche, on travaille avec eux. Donc en travaillant avec eux, si tu veux, forcément, il y a des liens qui se créent, des liens d'amitié et cetera. N'oublie jamais que dans l'entreprise et c'est pour ça que l'organigramme au début, il est super important, c'est que dans l'entreprise, toi, tu dois toujours, avoir un rôle de leader. Ouais, c'est compliqué d'avoir une limite, je suis d'accord avec toi. La limite, en fait, c'est que c'est, là où ça fusionne en fait, où ça va au-delà du simple rapport, entrepreneur-salarié. C'est à partir du moment où, tout est mélangé. Ça veut dire que tout se mélange à partir du moment où l'entrepreneur dit, «Bah, il est sympa, c'est mon pote, on sort ensemble et cetera». On part en vacances ensemble, enfin, j'ai vu de tout, hein. Hem, L'idée, c'est que toi, tu es un leader. Ça veut dire que tu t'entends bien avec cette personne-là, mais tu l'aides à évoluer. Et en te positionnant comme un leader, en te positionnant comme, un accompagnant, un coach, il te mettra jamais, si tu veux, au même niveau. Parce que le problème de la familiarité, c'est que, heu, la personne qui travaille avec toi, au bout d'un moment, elle a plus de limites. Ça veut dire qu'elle pense qu'elle peut diriger le chantier comme elle le entend et pas comme toi tu veux, que de toute façon, elle est aussi capable que toi et que, si ça te va pas, elle se casse. Enfin voilà. C'est là où on en vient, au final. Donc après ça clash parce que, alors que ça se passait très bien, ça clash. L'idée, c'est toujours de garder un rôle de leadership et d'accompagnant. C'est toi qui vas l'aider à s'épanouir. Mais si ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de dire, «Ouais, on est pareil, on fait les mêmes choses», et cetera et cetera. C'est toi, tu peux partager des choses avec elle, mais tu dois toujours le, avoir ce rôle de leader et moi, ça m'est arrivé d'être avec un salarié où on s'entendait très, très bien. On est resté des années ensemble, vraiment ça matchait très bien. On est resté à 2 longtemps, hem et le truc, c'est que le fait que j'ai gardé ce rôle de leader, en fait, fait qu'il y avait une barrière qui s'est créée, qui est naturelle et on n'a pas parlé clairement de dire, «Tu fais pas ça, tu viens pas chez moi», enfin bon, hem, on a gardé une barrière, si tu veux et le jour où, moi j'ai voulu changer l'entreprise, j'ai voulu changer le cap de l'entreprise, beh, on s'est si tu veux, ça s'est très bien passé. Je lui dis: «Voilà, moi je veux changer le cap. Est-ce que toi tu veux?»
me suivre là-dedans ou pas? Et il me dit: «Non, moi je veux pas, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses». Et puis c'était la fin de l'histoire et ça s'est très, très bien passé parce que du coup, et on est resté en bons termes parce que tout simplement, nos visions se séparaient si tu veux. Mais le fait de dire, voilà, c'est moi qui décide de toute façon, en douceur bien sûr, il faut jamais imposer les choses, il faut amener à la réflexion. C'est pour ça que je dis, faut plus avoir un rôle de coach ou d'accompagnant que de chef d'entreprise un peu tyran quoi, parce que les gens après ils me font des choses dans le dos et c'est comme si tu veux, comme tes clients. C'est-à-dire que tes clients de par devant, ils vont te dire: «Ouais, c'est cool, bravo, vous travaillez super», puis derrière, ils vont te pourrir, quoi. Ils sont capables de te mettre 5 étoiles sur Google et puis derrière, dire qu'en fait, tu fait du caca. Donc, tes salariés, c'est la même chose. À partir du moment où tu montres que tu les accompagnes et cetera, il y a pas de raison, alors à part certaines personnes qui sont un peu, bizarroïdes, mais que tu auras su identifier avant. Mais, le vraiment se comporter en leader permet de mettre justement cette limite-là. Mais, encore une fois, c'est bien de clairement s'entendre avec ses salariés, sur tous les plans et c'est ce qu'il faut, mais, montrer que c'est toi qui mènes la barque, quoi. OK, c'est bon pour toi? Super, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Loïc, c'est bon? Michael aussi? Impeccable. Parfait. Merci beaucoup, d'avoir été avec moi pour cette masterclass. C'était super, j'ai, franchement apprécié partager ça avec vous. Et beh, on se retrouve très, très bientôt, pour des prochaines, soit masterclass, soit en coaching et je vous dis, ben, à très, très vite. Passez une belle soirée et puis, à très, très bientôt. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Salut, ciao.